I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. Après l'acier, le contreplaqué, l'insuline, les réfrigérateurs, des mesures anti-dumping sont réclamées cette fois-ci sur le cahier scolaire. En cause, une concurrence qui serait déloyale de la part des opérateurs tunisiens. Tout y passe, petit, grand et maxi format, couverture souple ou rigide, de l'école au bureau. Alors y a-t-il concurrence déloyale? Il faudra attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour savoir. Les investigations du ministère de l'Industrie et du Commerce vont débuter, en tout cas demain, mais c'est surtout une 10e enquête anti-dumping qui est demandée. Ça fait beaucoup. Alors le Maroc est-il pris au piège des accords de libre-échange? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Faux décodeur ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Hicham Hamadi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique. En deuxième partie, nous parlerons auto-entrepreneuriat alors que débute aujourd'hui depuis Agadir une nouvelle caravane d'information et de sensibilisation initiée par Al-Barid Bank et Maroc PME. Une question se pose. Le miracle de l'auto-entrepreneuriat a-t-il ses limites? Oui, à en croire des chiffres du ministère de l'Industrie, 70 à 80% des auto-entrepreneurs seraient en taux d'échec. Alors comment pérenniser ces entreprises? Vous nous le direz. À vos questions, vos réactions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques ou bien via le hashtag LDA pour les Décodeurs Atlantiques sur Twitter. Messieurs, 10e enquête anti-dumping, ça commence à faire 10e enquête en l'espace tout de même de moins de 5 ans. Y a-t-il vraiment un problème avec nos accords de libre-échange? Hicham Hamadi. Alors il y a un problème. Pour y répondre, je préfère d'abord donner plus d'explications sur quoi un anti-dumping. Oui. Selon l'Organisation mondiale du commerce, si une entreprise exporte un produit et qu'elle le vend moins cher que le prix qu'elle pratique dans ses marchés traditionnels ou bien son coût de production, ça s'appelle du dumping. Et donc, les administrations ou le pays en face a le droit de procéder à des mesures d'anti-dumping. Pour donner un exemple, la Commission européenne a mis des mesures anti-dumping définitives contre l'acier chinois. C'est très récent, c'est en janvier 2017. Et en gros, ils ont taxé ces produits à hauteur de 30% ou 64% selon quelques nomenclatures. Et ils ont fait plus de 39 mesures d'anti-dumping. Donc c'est monnaie courante. Donc c'est pas quelque chose qui est extraordinairement, on va dire, exceptionnel. C'est quelque chose que tous les pays, tous les gouvernements, les administrations utilisent quand il y a un accord ou une convention avec d'autres pays d'échanges commerciaux ou bien de libre-échange. Et donc, ce n'est pas exceptionnel. C'est quelque chose que l'administration marocaine commence à utiliser. Oui. Ça fait partie de leurs prérogatives. Maintenant, ça prend énormément de temps pour démontrer qu'il y a effectivement du dumping. Ça, on a vu, sur une enquête, ça a pris plus d'une année. Et donc, c'est quelque chose qui est, à mon avis, démontre qu'il y a une bonne réaction. Il faut que ça devienne de la proaction et qu'il y ait un vrai partenariat public-privé. Mais attention à ce que ça ne devienne pas tout de même une habitude. Alors, je viens de vous donner l'exemple de 39 mesures. Là, on est à combien de mesures au niveau marocain? On est à la 10e. Donc, on est 10e et pour plusieurs secteurs différents. Pour plusieurs secteurs différents. Il faut se dire qu'on a des secteurs qui sont encore fragiles. Ça, c'est certain. On a des secteurs, on a signé beaucoup d'accords de libre-échange et la mise à niveau de notre économie n'est pas encore au point. Mais est-ce qu'il y a un problème avec nos accords de libre-échange? Amine Diori. Alors oui, effectivement, il faut parler d'une chose. Aujourd'hui, le Maroc a signé une cinquantaine d'accords de libre-échange. Les cahiers tunisiens rentrent dans le cadre des accords d'Agadir qui ont été signés en 2004 entre la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie et le Maroc, bien évidemment, pour créer une zone de libre-échange entre ces différents pays.
Alors, est-ce qu'il y a un problème au niveau de ces accords ? Très certainement. Et à mon avis, le cas qui se présente actuellement, à mon avis, va continuer de se multiplier. Parce que derrière tout ça, il se pose une véritable question. C'est la compétitivité de notre industrie par rapport aux industries étrangères. On peut toujours dire que le cahier tunisien est beaucoup moins cher et qu'il envahit nos marchés. Mais derrière, est-ce que le coût de nos ressources, les ressources utilisées par les entreprises pour produire ne sont pas justement trop chères et freinent leur compétitivité par rapport aux entreprises qui viennent sur nos marchés? Hicham Hamadi. C'est vrai qu'on a vu aussi des problèmes de recherche et développement dans certains secteurs qui, justement, ont demandé des mesures anti-dumping. Certainement. Il y a effectivement un vrai problème de compétitivité, ça c'est une certitude. Maintenant, la question de dire, de remettre en cause l'ensemble de nos accords de libre-échange, non. À mon avis, le Maroc, dans son positionnement en tant que hub entre l'Europe, l'Afrique, a besoin de cristalliser ça par des conventions et par des accords de libre-échange. Parce que hub, ça veut dire que la facilité de circulation des biens et des services et des personnes et de se dire ça va transiter par nous. Donc ça n'a pas de sens de ne pas avoir des conventions et des partenariats commerciaux. Donc ça a beaucoup de sens. Maintenant, ce qu'il faut en parallèle, c'est accélérer la mise à niveau de notre économie. C'est là où je rejoins Amine. C'est que oui, effectivement, probablement on produit plus cher, probablement on le fait parce qu'on a, historiquement, on n'avait pas un grand marché, historiquement on produisait que pour le marché marocain, donc on connaît l'effet de volume. Si vous vendez un produit à une seule personne, c'est lui qui paye tout le prix. Si vous le vendez à 1 million, le prix va baisser au moins de 100 ou 2000 fois. Et donc il faut que nos entreprises comprennent cela et s'adaptent. Cette adaptation prend du temps. Cette mise à niveau, elle a été opéré par plusieurs plans, notamment le dernier qui est les écosystèmes, l'accélération industrielle. Le plan d'accélération. Exactement. Avec donc la mise en place de plusieurs écosystèmes. Plusieurs écosystèmes, mais ça n'a pas encore pris. Donc le fait que ça prend du temps, c'est normal, mais il faut que ça s'accélère, il faut que nos entrepreneurs le comprennent, il faut qu'en termes d'appui technique, vous savez, par exemple, je suis au niveau de la SMEX, vice-président de la SMEX, et on a vu beaucoup de problèmes pour exporter des produits marocains en Russie. Et c'est des problèmes simplement, entre parenthèses, de respect d'un certain nombre de procédures. Donc ce n'est même pas la qualité de nos produits qui est remise en cause, c'est que nos entreprises n'ont pas pris le temps d'analyser ces procédures et de se dire comment il y a parfois aussi des normes. Exactement, des normes à respecter. Donc nos entreprises devraient faire le travail, devraient mettre à niveau l'outil de production. Amine Diori, du coup, il y a aussi un effort de rattrapage à faire de la part d'entreprises marocaines. Il faut davantage de soutien de l'État, ou il faut au contraire accélérer ce chantier, notamment d'investissement dans la recherche et développement de la part de certaines entreprises pour certains secteurs au Maroc? Alors le soutien de l'État, je pense qu'il est important, mais l'effort doit se faire au niveau de l'entreprise elle-même. Je citerai le cas de Medpaper, qui est le principal producteur de papier au Maroc. En 2011, son chiffre d'affaires était de 318 millions de dirhams. 5 ans après, il est passé à 83 millions seulement. Donc une baisse de près de 75%, ce qui est absolument gigantesque. On rappelle, Medpaper, Promographe fait la manufacture des papiers et fournitures qui donc réclament ces mesures anti-dumping sur le cahier scolaire. Et effectivement, et on voit l'effondrement de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, des capitaux propres négatifs. Bon, bref, la situation est catastrophique. Donc on voit bien que après c'est aussi une question de protection d'une industrie. Si on laisse faire les choses, il est évident que d'ici 1 an ou 2, on n'aura plus de producteurs locaux pour produire le papier. Donc après, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit agir, est-ce qu'on doit protéger, est-ce qu'on doit mettre des mesures avec des augmentations tarifaires pour protéger l'industrie locale, ou au contraire laisser faire le marché et se dire que le marché va faire en sorte que les entreprises vont s'adapter d'elles-mêmes. Ça prendra du temps, il y aura de la casse, mais est-ce qu'on est prêt à ça? Si rien n'est fait, le pire est à venir, Hicham Hamadi? Non, parce que le gouvernement et l'administration ont démontré leur capacité à réagir et à protéger l'entreprise marocaine. Maintenant, il y a d'autres outils que l'administration n'utilise pas. C'est la concurrence. C'est la concurrence locale. C'est de se dire, il ne faut pas qu'on reste sur un seul producteur majeur. Il faut ouvrir à la concurrence agile et qui, vous parlez de recherche et développement, qui va utiliser de nouvelles technologies. Probablement, nous avons une industrie qui se base sur un outil de production très ancien. C'est ce qui fait que le coût de production
très cher, et c'est ce qui fait que c'est pas adapté par rapport à une concurrence internationale. Donc il faut favoriser l'émergence d'autres acteurs qui sont capables d'être agiles, d'offrir moins cher et d'être compétitifs. Et donc notamment tirer vers le haut le secteur informel. Enfin non. Pour le formaliser, bien évidemment. Pour le formaliser, effectivement, c'est de se dire comment faire en sorte à ce que, à côté d'un maître pépère, il y en a un deuxième, un troisième et un quatrième qui vont faire en sorte à ce que le marché ne soit pas un marché de 300 millions de dirhams, mais d'1 milliard ou 2 milliards. Parce que du moment qu'on importe, c'est qu'il y a un besoin. Du moment que le consommateur achète, c'est qu'il y a un besoin. Il suffit simplement de lui offrir le bon produit avec le bon prix. Et donc, mon idée, c'est de se dire, il faut que la concurrence locale, il faut favoriser l'émergence d'acteurs au niveau local pour qu'on puisse moderniser l'outil de production. C'est un des éléments clés. Il suffit pas simplement de se dire, tiens, on va protéger tel ou tel secteur, il faut le protéger. Je pense que la concurrence permettra de protéger le secteur d'une manière générale et non pas de protéger une entreprise. Ouais. Et il faut qu'on aille dans ce sens. On a vu dans plusieurs pays dans le monde, notamment aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, la montée du protectionnisme. Oui. Donald Trump qui a annoncé des mesures fortes, dont le Maroc va être victime, c'est la baisse des impôts, colossale pour les entreprises. Ça, c'est peut-être aussi un point sur lequel il faudrait réfléchir au Maroc, Amine Diouri. Alors, la baisse des impôts, c'est vrai que c'est un élément, mais c'est un élément pour l'investissement à l'étranger, pour les entreprises qui souhaitent s'implanter sur le territoire américain, par exemple. Mais ça n'a pas d'impact réel direct, enfin pas direct en tout cas, dans le cadre des cas de anti-dumping. Maintenant, je voudrais revenir sur la première question que vous avez posée, qui était est-ce qu'on a fait ces accords de libre-échange trop tôt ? Oui. La réponse est clairement... Est-ce qu'on les a mal négociés également ? Est-ce qu'on a fait des erreurs ? Moi, je vais repartir très loin en arrière. Mes cours d'économie, les premiers auteurs libéraux économiques, Adam Smith, David Ricardo, et qu'est-ce qu'ils disaient ? Il disait que tant qu'un pays n'est pas encore assez compétitif au niveau de son industrie, il doit rester en circuit fermé et quand il est prêt, il s'ouvre et là il est prêt pour la compétition. Je cite les accords d'Agadir dont je parlais tout à l'heure, 2004. En 2004, le déficit commercial avec les trois autres pays était de moins 764 millions de dirhams. 5 ans après, il a été multiplié par 5. Donc on voit bien que ces accords de libre-échange nous ont été complètement défavorables et qu'on n'était absolument pas prêts à rentrer dans cette compétition mondiale. Et attention, parce qu'on a un autre accord complet et approfondi qui est en négociation avec l'Union européenne. On va continuer à parler de ces sujets-là, bien évidemment, des mesures anti-dumping prises par le gouvernement, peut-être une 10e très prochainement sur le cahier scolaire. Le Maroc est-il pris au piège des accords de libre-échange ? Question que nous nous posons ce matin dans le Décodeur Atlantique après une 10e enquête anti-dumping qui va démarrer demain, menée par le ministère de l'Industrie et du Commerce sur les cahiers scolaires. Peut-être une concurrence déloyale de la part des opérateurs tunisiens. Vos décodeurs ce matin, Hicham Hamadi, rebonjour. Toujours là. Analyste politique et économique, Amine Diouri. Rebonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. On parlait de l'ALECA, messieurs, toujours en négociation, l'accord de libre-échange complet et approfondi avec l'Union européenne. Décidément, cette histoire ne finit toujours pas. Hicham Hamadi, il va falloir faire attention, bien négocier. Il faut toujours bien négocier parce que il est question d'accepter à ce que des acteurs internationaux qui ont des outils de production, on va dire, amortis, qui sont compétitifs, de pouvoir entrer dans notre marché, ça c'est sûr. Maintenant, se dire que, l'analyse après coup, après 15-20 ans, on se dit qu'il n'était pas temps, qu'il fallait qu'on attende, on aura toujours ce type d'analyse, ça c'est sûr. Et celui qui dira ça aura probablement raison. D'ailleurs, je suis d'accord avec Amine que on va se dire probablement il fallait qu'on attende un petit peu plus avant de le faire. Mais parce que l'industrie marocaine ne s'est pas mise à niveau, n'est pas encore prête d'être à la hauteur des industries européennes. Parce qu'on exporte très peu, parce que on a un problème de compétitivité, il faut se dire. Mais il y a deux temps. Il y a le temps politique et le temps économique. Vous savez, quand il y a une vision du Maroc pour qu'il se positionne en tant que hub,
il faut que tout l'ensemble on va dire des outils, l'ensemble des mécanismes soient mis en place. Et un des mécanismes phares, c'est pour pouvoir cristalliser cette position, c'est les accords de libre-échange, c'est les conventions, c'est les partenariats commerciaux, c'est le fait que Casablanca devienne une place financière, c'est beaucoup d'éléments. Et donc, on ne peut pas se dire, tiens, on va retarder tout cela, on va exécuter cette vision qu'après que le tissu productif au niveau marocain soit mis à niveau. On ne peut le faire qu'en parallèle. Et comme disait Amine, c'est pas simplement la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des entreprises avant tout. Les entreprises devraient comprendre que il faut qu'ils se mettent à niveau, il faut qu'ils se disent que le marché est devenu un marché mondial et non pas simplement un marché marocain. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Oui, effectivement, ça peut sembler facile de dire aujourd'hui, il fallait faire, on se rend compte que... Il n'empêche que, d'après tout ce que j'ai lu jusqu'à présent sur ce sujet, à l'époque, il n'y avait pas eu de réelles études préalables qui avaient été faites justement sur la nécessité de signer ces accords de libre-échange ou pas. Est-ce que nos industries étaient prêtes ou pas? Et visiblement, cette absence d'études-là permet de dire qu'on n'a pas suffisamment bien pensé la chose et qu'on est peut-être entré dans une mécanique qui n'était pas la plus appropriée. Maintenant, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Là, je parle des accords d'Agadir en 2004. L'objectif était aussi pour le Maroc d'exporter les Logan vers l'Égypte, la Tunisie. Voilà. Évidemment, quand on signe un accord de libre-échange, ça va dans les deux sens. On espère gagner en exportant davantage et en important à moindre coût des ressources moins chères. Évidemment, malheureusement, ces accords se sont faits au détriment de l'économie nationale. Hicham Hamadi, certains appellent à repenser l'ensemble de ces accords de libre-échange. Est-ce qu'il faudrait peut-être aller voir nos partenaires et dire on veut renégocier certains points? Oui. Certainement. Enfin, d'ailleurs, le président américain, il a tout de suite c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est de bonne guerre. Oui, il faut renégocier tout le temps ces accords. C'est une certitude parce que aujourd'hui, c'est pas profitable, on va dire, aux entreprises marocaines. C'est déficitaire et ça a du sens. C'est de se dire, non, nous devons encore négocier et il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de ça. C'est à mon avis, c'est quelque chose qui est très intéressante et qui va dans les deux sens du partenariat. C'est que vous avez un contrat commercial, vous le négociez à chaque échéance et vous avez le droit de changer les termes. Maintenant, le plus important à mon sens, c'est pas de se concentrer sur cette partie. C'est comment faire en sorte à ce qu'on accélère la mise à niveau de nos entreprises. Quels sont les outils quels sont les financements quel accompagnement pour que ces entreprises puissent s'exporter, puissent aller, par exemple, parlons de la Turquie. Vous savez, aujourd'hui, on exporte pas grand-chose. C'est pas parce que on a une concurrence turque importante sur le textile notamment ici au Maroc. Mais c'est parce que nos entreprises n'ont pas investi ce marché tout simplement d'une manière forte. Parce que les gens n'ont pas été d'une manière agressive. C'est aussi basique que ça. Donc, il faut y aller. Il faut comprendre les procédures. Il faut comprendre le process. Et il faut se dire, il faut qu'on bypasse ces procédures et ces process. Il faut que l'entreprise marocaine se dise, le marché n'est plus un marché de 30 millions de Marocains. C'est un marché qui est multiplié par le nombre d'accords et le nombre d'habitants et investir ces marchés. Et c'est là où l'administration ou le gouvernement doit mettre le paquet en termes d'accompagnement. Par exemple, favorisant la création de filiales d'entreprises marocaines ailleurs. Aujourd'hui, en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Bien sûr, l'État devrait par exemple se dire prochainement. Exact. Par exemple, une des mesures que je propose, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a un outil d'accompagnement qui se base sur le résultat et donc un remboursement après que vous réalisez les résultats. Faisons quelque chose de plus simple. Si une entreprise ouvre une filiale dans un pays où on a une convention de partenariat ou libre-échange, on l'aide à installer sa filiale d'une manière toute simple. Amine Diori. Oui, moi pour répondre à la problématique, j'agirai en 2 points. Premier point, je ferai un état des lieux aujourd'hui des industries qui ne sont pas assez compétitives
par rapport à des pays des zones de libre-échange. Je remonterai les droits de douane que je mettrais dégressifs pour laisser le temps justement à nos industries de reprendre leur compétitivité. C'est ça le deuxième point, c'est agir d'une part, laisser le temps avec des droits de douane supplémentaires et d'autre part, agir sur la compétitivité des entreprises et revoir peut-être les coûts de production, certains coûts de production, notamment l'électricité, le téléphone, qui restent quand même encore relativement chers. Messieurs, 10e enquête anti-dumping qui sera donc lancée demain sur le cahier scolaire. On peut s'attendre à une 11e, 12e, 15e, 20e? Il y en aura d'autant que de secteurs à problème. Et à mon avis, l'ensemble des secteurs ne sont pas encore à niveau ou suffisamment à niveau pour être compétitif. Donc oui, et maintenant charge à chaque secteur d'être représenté, d'aller défendre sa paroisse. Ce n'est pas choquant en soi qu'il y ait des enquêtes, ce n'est pas choquant en soi le nombre d'enquêtes. Ce qui est choquant, c'est qu'on voit qu'il y a une régression d'un chiffre d'affaires d'une manière extrêmement rapide et qu'il n'y ait pas de réaction de l'entreprise elle-même et qu'on attend à ce qu'on la protège. Ça, en soi, n'est pas bon. Même s'il faut que l'État protège l'entreprise marocaine. Par contre, l'entreprise elle-même devrait devenir agile et devrait s'adapter par rapport on va dire, à cette compétition internationale. Allez, dans un instant, on va parler d'auto-entrepreneuriat. Le miracle de l'auto-entrepreneuriat a-t-il trouvé ses limites? Oui, à en croire des chiffres du ministère de l'Industrie, 70 à 80% des auto-entrepreneurs seraient en taux d'échec. Alors, comment pérenniser ces entreprises? C'est ce que nous verrons, mais avant, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amin Diori, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Alors, ce sera un coup de gueule. Alors que la nouvelle loi sur les délais de paiement va rentrer en vigueur à partir de septembre prochain, j'ai lu la polémique sur les pénalités de retard que l'État souhaitait appliquer et donc voulait s'aligner sur le taux des intérêts moratoires, c'est-à-dire 3,5% au lieu de 10%. Ce qui est un taux extrêmement bas. Quand on a des problèmes de trésorerie, qu'on voit son banquier, c'est au minimum 8, 10, voire plus, 10%. Donc, je trouve ça malsain que l'État essaye de se faire de l'argent sur les autres entreprises. Voilà. Tu as tout à fait raison, d'autant plus que si on a un retard de paiement d'hier, c'est du 15%. Et si on a un retard de paiement de CNSS, le premier, c'est du 15%. Donc exact. Il faut s'aligner sur ce type. Exact. Des inquiétudes. Donc, Hicham Hamadi, coup de gueule, vous, coup de cœur? Alors, j'ai deux coups de chapeau. Allez. Je voudrais rendre hommage à nos soldats qui sont à l'extérieur et qui risquent leur vie chaque jour pour le maintien de la paix et qui sont en mission, on va dire, onusienne. Et un deuxième, un grand bravo, un grand coup de chapeau au chercheur professeur marocain de biologie Adnan Rammel qui est nominé pour le prix de l'inventeur européen pour avoir développé une nouvelle méthode qui, soi-disant, améliore l'efficacité des antibiotiques, ce qui est magnifique. Ça veut dire que le génie marocain existe avec de faibles moyens. On parlait tout à l'heure de recherche et développement. Voilà un exemple extraordinaire d'un chercheur qui a su, avec très peu de moyens, être dans les 3 meilleurs inventeurs au niveau mondial. J'espère qu'il y aura une licence d'un produit marocain. 9h45 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Le miracle de l'auto-entrepreneuriat a-t-il trouvé ses limites? 70 à 80% des auto-entrepreneurs seraient en taux d'échec selon le ministère de l'Industrie et du Commerce qui a communiqué ces chiffres. On rappelle que ce statut est récent, à peine 2 ans d'existence, pratiquement 2 ans et demi. Est-ce qu'il est trop tôt pour faire un constat? Amin Diori, est-ce que ces chiffres 70 à 80% sont valables? Certains critiquent sur Twitter et sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. Oui, effectivement, ça me semble un peu tôt pour commencer à tirer les premières conclusions. C'est vrai que ça fait à peine 2 ans que le statut a été lancé. Parce qu'il y a un point qui est souligné dans cette étude, notamment du ministère de l'Industrie, c'est que 20 à 30% des auto-entrepreneurs survivent finalement à leurs 2-3 premières années d'activité. Or, on en est justement là, on n'a pas encore atteint cette 3e année. Exactement. Je pense qu'il est encore trop tôt. Alors, il faut quand même rappeler, il y a énormément d'avantages à ce statut. Il y a énormément d'avantages par rapport à ce statut. Le premier, c'est évidemment la facilité au niveau des démarches administratives, au niveau comptable, etc. Vous pouvez émettre des factures, travailler avec des entreprises plus grandes. Vous faites rentrer une partie en tout cas des entreprises informelles dans le formel. Donc, il y a énormément d'avantages. Mais là, pour l'instant, ça serait raté.
Par rapport aux objectifs qui ont été fixés, c'est-à-dire 100 000 à l'horizon 2020, on est à 56 000 aujourd'hui, c'est plutôt un objectif réussi. Ouais. Maintenant, en termes d'inscription. Maintenant, si on voit plus large et si on voit la cible initiale concernée, c'est-à-dire environ 3 millions de personnes potentiellement visées, 100 000, ça me semble être un objectif relativement bas. Bon. Hicham Hamadi, il faut s'inquiéter ? Enfin, il n'est jamais tôt ou trop tôt de faire de l'analyse. Il faut toujours faire de l'analyse pour qu'on puisse régler toujours les actions, se dire est-ce qu'on maintient le cap, est-ce qu'il faut changer quelque chose. L'auto-entrepreneur, c'est l'idée de base, à mon avis, elle est noble, c'est de se dire on va offrir la possibilité à des gens qui sont dans l'informel malgré eux, j'insiste sur le malgré eux, parce que ceux qui veulent être dans l'informel, ils le sentent, ils le resteront. C'est ceux qui subissent l'informel. C'est ceux-là qui vont translater vers le formel parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être dans le formel. C'est ceux-là qui sont en train de basculer, qui se sont dit tiens, on va rentrer dans le formel avec une nouvelle manière de faire qui est simple. Maintenant, on a mis le cadre, mais on n'a pas mis l'accompagnement. On parlait d'accompagnement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on offre à cet entrepreneur en termes de formation, en termes de soutien, en termes de support, en termes d'aide pour qu'il puisse générer du revenu? Le problème, ce n'est pas de se dire j'ai un cadre légal, tiens, c'est magnifique. C'est comment il gagne sa vie, comment l'aider à avoir des revenus. Un des problèmes phare, à mon avis, qui est affaire à l'entreprise, et notamment aux entrepreneurs, c'est les attestations de référence. C'est qu'il faut qu'on leur ouvre les marchés publics à ces gens. Si demain, ils veulent pitcher sur un marché public, ils viennent de commencer. Le statut est récent, donc leur entreprise est récente, ils n'ont pas d'attestation de référence. Donc, comment ils vont être dans une compétition face à d'autres qui ont ces attestations de référence? Et en plus de cela, davantage de confiance. Il faut soit on se dise c'est un statut qu'on a créé et qu'on veut développer, auquel cas il y a présomption d'innocence, et donc on va se dire qu'ils sont innocents, qu'ils sont bons, qu'ils sont compétents jusqu'à preuve du contraire. Soit on n'y croit pas, auquel cas on va recruter, et puis après voir de la disparition de ces entreprises. Deuxième chose, c'est qu'en général, c'est des entreprises individuelles ou à taille humaine, donc 2-3 personnes. Et en général, ils sont sous-traitants d'autres entreprises. Vous savez que l'administration marocaine ne délivre pas d'attestation de sous-traitance sur un marché public. Et ils ne peuvent même pas soumettre. Donc, on a créé le statut et on les a laissés face à eux-mêmes. Amine Diori. Une de mes premières expériences professionnelles était justement dans l'accompagnement des entrepreneurs pour la création d'auto-entreprises en France. Et ce qui était intéressant, c'est que déjà ces personnes qui venaient étaient recommandées par un organisme public. Et il y avait tout un accompagnement autour de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y avait un accompagnement, on établissait un business plan concrètement, il y avait des plans de trésorerie, budget de trésorerie, plan de financement, pardon. Il y avait des aides aussi qui étaient accordées d'office par l'État pour ces auto-entrepreneurs, ce qui faisait que quand ils se lançaient, ils avaient déjà une idée précise de ce qu'ils faisaient. Ça permettait de réduire considérablement le taux d'échec justement après quelques années. C'est ce qui devrait être fait, je pense, à ce niveau-là au Maroc, un meilleur accompagnement dès le démarrage, ce qui permettrait de limiter le niveau de casse. Ça, c'est une évidence. Et pour l'instant, on est des caravanes de sensibilisation organisées notamment aujourd'hui par Al-Barid Bank, Maroc PME. Pour l'instant, on fait la promotion du statut. On fait la promotion, on fait la publicité du statut. On leur dit, tiens, il y a un statut magnifique. Venez, votre vie va changer. Mais comment leur vie à ces gens va changer? Comment ils vont gagner de l'argent? Comment ils vont générer du chiffre? Exact. C'est à cette question qu'il faut répondre. Là, il y a une responsabilité du ministère de l'Industrie et du Commerce? Certainement. Il y a une responsabilité du ministère, il y a une responsabilité du patronat, il y a une responsabilité des banques, il y a une responsabilité de tout le monde. Parce que il suffit pas de donner de l'espoir. Il faut donner de l'espoir réel et de se dire, voici, il y a un statut et voici comment on va vous accompagner pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Amine Diori. Oui, effectivement. Les banquiers, certaines grandes banques ont développé leur portail pour les auto-entrepreneurs justement pour leur donner des conseils pratiques. Certes, c'est bien, mais je pense que cet accompagnement doit se faire au niveau de l'État, c'est-à-dire quand un chômeur est inscrit et qu'il veut créer une entreprise, il faut qu'on l'envoie vers un organisme qui justement soit spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs pour qu'ils se fassent la meilleure idée possible. Donc oui, les banques c'est bien, mais c'est pas ça dont ont besoin le plus les auto-entrepreneurs, c'est surtout d'une aide de l'État concrètement, à l'accompagnement et puis des aides financières pour leur permettre de se développer. Allez, une autre mesure simple, puisque ces banques souhaitent avoir ces gens comme étant des clients, qui s'engagent à leur donner une partie de leur marché,
qui se disent, bah tiens, on va dédier 5% des marchés qu'on fait pour les auto-entrepreneurs, qu'ils participent à générer du chiffre d'affaires à ces gens, puisqu'ils y croient. Puisqu'ils commercialisent ce produit. Là, il y a une réunion autour de la table entre banques, ministères, CGEM, patronat, qui doit se faire peut-être pour passer à cette deuxième étape. Maintenant, il faut faire du micro, il faut faire de l'opérationnel. Il faut se dire, ok, on en a à peu près 60 000. Bah, sur 60 000, ça génère combien? Quels sont les secteurs? Comment peut-on leur donner de l'argent? Enfin, pas directement, mais pour faire simple, comment peut-on leur donner du travail? Parce que pour ne pas dire de l'argent, parce que le travail est rémunéré. Et donc, ouvrir les marchés publics, notamment. Les marchés publics. Ça me semble difficile quand même. Ça me semble difficile parce que pour les marchés publics, il faut avoir un minimum des reins solides. Quand on est auto-entrepreneur, il n'y a pas de capital social. C'est pas une société. Si ça se trouve, l'entrepreneur n'a pas suffisamment de fonds derrière lui pour pouvoir aller jusqu'au bout des travaux qui lui seront confiés. À mon avis, le statut d'auto-entrepreneur n'est pas fait pour les marchés publics. Ou alors envisager certaines délimitations de marchés publics. Il y a des marchés publics qui sont à moins de 200 000 dirhams, parce que l'auto-entrepreneur, c'est sur des revenus à moins de 200 000 dirhams sur les services. Oui, ça va être des petits. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais ça permet de faire en sorte à ce que la machine tourne, parce qu'on parle quand même d'entreprises individuelles de 2-3 personnes. Donc, s'il y a des missions de services qui sont et en plus dans l'administration publique, je pense que les bons de commande sont à hauteur de 180 000. Donc c'est possible, il suffit simplement que le ministre, par exemple, ne compliquons pas la loi, ne faisons pas un changement de loi, il faut simplement que le ministère décide que, ok, tant de pourcentage sur les bons de commande passeront chez les entrepreneurs. C'est aussi basique que ça. Et ils sont souverains sur cela. Ils peuvent faire ces choix, ils peuvent donner du travail à ces gens. Et une fois qu'on leur donne du travail, ils vont exister, ils vont payer des salaires et on va pouvoir réduire les 70 ou 80% à un autre pourcentage moindre. On a encore un problème, c'est que aussi ce statut d'auto-entrepreneur ne concerne pas une quarantaine de professions, architectes, avocats, il y a encore les débitants de tabac, les hôteliers. Ça, c'est aussi des chantiers peut-être à mener pour pérenniser davantage déjà ces chiffres qui sont assez mauvais pour l'instant donnés par le ministère de l'Industrie, et puis peut-être là ouvrir certains marchés publics. Oui, effectivement, on pourrait élargir la liste des métiers éligibles à l'auto-entrepreneur. Il faut se rappeler qu'en France, aujourd'hui, près de 45% des créations d'entreprises sont des auto-entrepreneurs. C'est peut-être la catégorie d'entreprises qui crée le plus aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Donc on voit que réellement, il y a un potentiel pour l'auto-entrepreneur. Restons optimistes. Oui, il faut l'être. Mais il faut un meilleur accompagnement et surtout le financement. Aussi le financement, pas surtout, mais aussi le financement. Parce que, imaginons, je suis entrepreneur, j'ai trouvé un marché, très bien. Mais si je suis payé à 10 mois, comment je fais pour vivre pendant ces 10 mois? Je meurs avant. Voilà, soit je meurs avant, soit j'ai des aides qui sont mises en place pour m'aider à survivre. Merci messieurs. Hicham Hamadi. Pour rester sur une note positive, en fait, vous avez dit que les chiffres sont mauvais. Les chiffres sont bons. Les chiffres, en termes de recrutement, c'est bien. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire des 60 000? Est-ce qu'on va les regarder mourir? Ou bien on va faire en sorte à ce que les 60 000 puissent générer 2 milliards, 3 milliards de dirhams de revenus et les 60 000 deviennent les 100 000. Merci messieurs. Hicham Hamadi, analyste politique et économique, Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Vous restez avec nous sur Atlantique Radio dans quelques instants. Votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques à 10h10 avec Fessat Adlaoui, à 10h le point info en langue arabe avec